Chapitre 1. Une horloge des plus curieuses. La pluie tombait en rubans dans les rues étroites de Londres, tapant en rythme sur les vitres et les pavés, un morne après-midi d'avril baigné de gris. Dans son appartement confortable de Whitehaven, Mansion, Hercule Poirot sirotait sa tisane avec la précision délicate d'un homme qui exige de l'ordre dans tous les aspects de la vie, y compris l'hydratation. Un simple coup à la porte, sec et parfaitement synchronisé, interrompit ses réflexions. « Entrez !» appela Poirot sans se lever. C'était son fidèle compagnon, le capitaine Hastings, dégoulinant de pluie et arborant une expression d'excitation à peine réprimée. « Poirot, mon vieux, je reviens tout juste d'une réunion des plus étranges. » Poirot haussa un seul sourcil. « Particulier, mon ami ? Il faut tout me dire d'un coup. Votre excitation fait danser les petites cellules grises. » Hastings laissa tomber son manteau sur le portant et s'assit en face de Poirot. « J'étais à mon club, voyez-vous, lorsqu'une de mes vieilles connaissances, Lady Constance Avondale, s'est approchée de moi dans un état assez déplorable. Sa belle-sœur, récemment veuve, croit qu'elle est hantée. » Poirot fronça légèrement les sourcils. « Hantée ? Mon cher Hastings, vous savez que je ne m'intéresse pas aux esprits ou aux fantômes, mais continuez. Elle prétend que chaque soir à 8 heures précises, une horloge mécanique dans le bureau de son défunt mari se met à faire un tic-tac bruyant, même si personne ne la remonte. Puis, sans faute, elle sonne 13 fois. Les yeux de Poirot pétillèrent. 13 ? Oui, et ce n'est pas tout. La porte du bureau se ferme de l'intérieur. Personne n'y est entré depuis le jour de la mort de Lord Avondale, il y a près de 6 mois. Poirot se pencha en avant. « L'horloge, décris-la-moi. » En laiton, orné, victorien. « Il est resté intact pendant des années, m'a dit Lady Constance. Puis, peu de temps après les funérailles, il a commencé à adopter un comportement étrange. » Poirot se leva, effaçant quelques points imaginaires de sa manche. « Nous devons rendre visite à cette veuve mécanique immédiatement. » La maison de ville de Lady Constance Avondale se dressait à South Kensington, digne et sombre, derrière des portes en fer forgé. Le majordome, un homme aux yeux étroits, nommé Cribbins, les conduisit dans un salon rempli de parfums de lavande et de bois ciré. Lady Constance elle-même est apparue quelques instants plus tard, grande, sévère, mais avec une gentillesse dans son visage ridé. « Monsieur Poirot, capitaine Hastings, je vous remercie d'être venu. » Poirot s'inclina profondément. « L'honneur m'appartient, madame. Maintenant, puis-je rencontrer la veuve ? » « Elle est à l'étage. Elle s'appelle Evelyne. Elle ne va pas bien. Mais elle m'a demandé de vous parler d'abord. »« Et l'horloge ?» insista Poirot. « Toujours dans le bureau, » répondit-elle. « Nous gardons la porte verrouillée. Aucun de nous n'est entré depuis le décès de mon frère. » Elle les conduisit dans un long couloir et s'arrêta devant une grande porte en chêne. « C'est verrouillé, comme toujours ?» Elle sortit une clé et la déverrouilla d'un léger clic. À l'intérieur, la pièce sentait la poussière et le vieux tabac. De lourds rideaux de velours étaient fermés. Dans l'obscurité se dressait un imposant bureau garni de papiers et de registres, et sur la cheminée, l'horloge, haute, en laiton et légèrement sinistre. Poirot s'en approcha, les doigts retroussés. « Hastings, que vois-tu ? » ?»« Eh bien, c'est une horloge. Un peu gothique, ça aurait besoin d'un vernis. » Poirot tapota légèrement le verre. « Il n'est pas blessé. Et pourtant,
Ça fait tic-tac. Comme par enchantement, les mains commencèrent à bouger. Poirot recula. 8 heures. Cocher, cocher. Puis, bong, bong, bong. 13 fois ça a sonné, chaque carillon comme un marteau dans le silence. Lady Constance pâlit. Cela se fait tous les soirs. Evelyne refuse de s'en approcher. Elle croit que c'est l'esprit de son mari qui l'a punie pour quelque chose. L'expression de Poirot se durcit. Il n'y a pas de fantômes ici, Lady Avondale. Seulement un mécanisme. Et les mécanismes ont un but. Plus tard, dans le salon, Poirot et Hastings s'assirent à nouveau avec Lady Constance. « Dites-moi, madame, » dit doucement Poirot. « Votre frère, comment est-il mort? Dans son sommeil? Une crise cardiaque. Aucun signe de détresse. Mais il était paranoïaque au cours de ces dernières semaines. Il a dit que quelqu'un le surveillait. Avait-il des ennemis? Elle hésita. C'était un collectionneur d'antiquités rares. Des horloges en particulier. Il a un jour surenchéri sur un homme lors d'une vente aux enchères, qu'il a ensuite menacé. Un Allemand, je crois. Horloger. Poirot sourit faiblement. Et Evelyne? Comment a-t-elle pu épouser votre frère? Elle était son infirmière? Beaucoup. Plus jeune, très calme. Ils se sont mariés il y a 2 ans. J'avoue que j'ai été surpris par ce match. Poirot hocha lentement la tête. Je voudrais parler avec madame Evelyne. Seule. Evelyne Avondale était pâle comme du parchemin et avait à peine 30 ans. Ses yeux étaient des creux sombres, dans un visage effrayé. Elle s'assit devant Poirot, les mains fermement serrées. « Tu penses que je suis folle, » murmura-t-elle. « Tout le monde le fait. Au contraire, madame, je pense que vous avez peur, et je voudrais comprendre pourquoi. » Elle hésita, puis commença. « Après la mort de Clive, j'entendais des pas dans le couloir. Puis l'horloge commençait à sonner, toujours à 8 heures. J'ai essayé de la détruire une fois, cela n'a rien fait. Le lendemain, elle a encore sonné. Et j'ai entendu une respiration. » Poirot se pencha en avant. « Et tu es certain que personne n'entre dans ce bureau? J'ai la seule clé. » Je pensais l'avoir fait. Les yeux de Poirot se plissèrent. « Madame, Clive a-t-il déjà mentionné un compartiment secret? Une cachette ?» Elle cligna des yeux. Cligna. « Il y a un tiroir dans le bureau, il l'a gardé verrouillé. Je n'ai jamais vu l'intérieur. » Poirot se leva. « Je reviendrai demain, madame, avec des outils et une idée. » Alors qu'il revenait sous la pluie, Hastings a finalement demandé « La croyez-vous » Poirot fit un petit signe de tête. « Oh oui, mais elle se trompe. Une erreur. Oui. Il n'y a pas de hantise. Il y a un esprit à l'œuvre ici, intelligent, cruel et méthodique. » Ils s'arrêtèrent à un croisement, un feu rouge brillant comme un œil. « Et Hastings, » a ajouté Poirot. « L'horloge ne sonne pas pour effrayer. Elle sonne pour signaler. » Hastings fronça les sourcils. « Signaler quoi ?» Les yeux de Poirot pétillèrent. « C'est, mon ami, c'est ce que nous découvrirons bientôt. » Chapitre 2. Le silence de la veuve. Le lendemain du mystérieux carillon de l'horloge d'Avondale, Poirot s'assit à sa table habituelle de petit déjeuner avec un croissant impeccablement tranché et une tasse de chocolat fumante. La douce lumière du début du printemps se répandait à travers les fenêtres, faisant scintiller l'argent poli et la porcelaine. Hastings entra, avec moins de grâce,
un journal dans une main et l'odeur d'un thé fort traînant derrière lui. Il semblait préoccupé, les sourcils froncés, plongé dans ses pensées. « Elle cache quelque chose », dit-il sans préambule, en prenant place en face de Poirot. Poirot haussa un sourcil, mais ne répondit pas immédiatement. Il se contente d'étaler de la confiture sur le coin de son croissant avec une élégance volontaire. Evelyne Avondale, a poursuivi Hastings. Il y a quelque chose chez elle que je n'arrive pas à cerner. Elle est nerveuse, oui, mais elle est trop entraînée. Ce n'était pas du chagrin dans sa voix hier, c'était de la peur, et pas d'une horloge. Poirot sourit faiblement. Vous observez mieux que vous ne le pensez, Hastings. Mais, hélas, avec la subtilité d'un canon. Je prends ça comme un compliment. Vous ne devriez pas. Cependant, dans ce cas, je suis d'accord avec votre instinct. Madame Avondale a peur de quelqu'un ou de quelque chose de tangible. Je crois qu'il est temps que nous retournions dans cette maison, avant que le temps ne revienne. Ils arrivèrent à South Kensington peu avant midi. Le temps avait changé, ne laissant que des cieux pâles et des rafales de vent occasionnelles pour troubler le silence de la journée. Cribbins les accueillit avec son air raide habituel et les conduisit au salon où les attendait Lady Constance. Elle semblait plus anxieuse que la veille, les doigts serrés autour d'un mouchoir en dentelle. Poirot remarqua un léger tremblement dans ses mains. « Je dois m'excuser, » dit-elle doucement. « Evelyne ne veut pas vous parler aujourd'hui. Elle dit qu'elle est malade. » Poirot baissa poliment la tête. « Bien sûr, mais ce n'est pas Evelyne avec qui je suis venu parler aujourd'hui. » Il sortit une petite clé en laiton, du genre à pouvoir se glisser au dos d'une horloge ou dans un tiroir caché. Hastings parut surpris, tout comme Lady Constance. « Où as-tu eu ça ?» elle a demandé. « D'un très ancien contact au British Museum. Le regretté Lord Avondale a un jour fait don d'une carte horlogère rare du XVIIIe siècle à leurs archives. En échange, il a eu accès à certains documents de collection. J'ai demandé si des horlogers auraient pu travailler avec lui ou contre lui. Un nom est apparu, Johann Drexler, un homme connu pour sa conception de montres et de pièges. » Hastings se redressa sur son siège. « Vous pensez que l'horloge a été conçue pour faire plus que sonner 13 fois ?» Poirot hocha la tête. « Je crois que cela fait partie d'un message, mais pas pour Evelyne, pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est censé l'entendre chaque soir à 8 heures. » Avec la permission de Lady Constance accordant à contre-cœur, ils retournèrent au bureau. La pièce était inchangée, comme figée dans le temps. Poirot bougeait avec précaution, étudiant chaque bord, chaque cadre, chaque pli du tapis. Il s'arrêta devant le bureau où restait un seul tiroir verrouillé. Cela, dit-il en insérant la clé, pourrait nous en dire plus que n'importe quelle histoire de fantôme. Le tiroir s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres jaunies par l'âge, liées par un ruban noir. Poirot les détacha doucement et examina le dessus. « Lettre d'amour », murmura-t-il. « Mais pas d'Evelyne ?» Hastings regarda par-dessus son épaule. « Ils sont signés A. Et l'écriture est masculine, » a ajouté Poirot. « Le langage est romantique, oui, mais il y a quelque chose de transactionnel dans le ton. Lisez ceci. Ma très chère, le mécanisme est presque prêt. Bientôt, votre liberté vibrera comme un tambour. La vôtre, comme toujours. A. » Curieux, n'est-ce pas? Hastings fronça les sourcils.
Alors la femme d'Avondale avait un amant? Un qui connaissait l'horloge, peut-être, ou peut-être. Poirot fit une pause, se tournant vers la cheminée. C'est Avondale lui-même qui a intercepté ces lettres. Peut-être qu'il a construit le mécanisme pour piéger ou pour révéler. Ils prirent le reste des lettres et retournèrent au salon, où Lady Constance était assise à regarder l'horloge de grand-père, avec le regard méfiant de quelqu'un qui s'attend à de mauvaises nouvelles. Poirot posa les lettres sur la table. « Je crois que ton frère savait qu'il était en danger, » dit-il calmement. Il savait peut-être même qu'Evelyne n'était pas la femme qu'elle prétendait être. Lady Constance le regarda attentivement. « Qu'est-ce que tu dis ? Il se peut qu'Evelyne l'ait épousé sous de faux prétextes. Peut-être par affection, mais peut-être pas. Il y a des signes de tromperie ici. Ce que je ne comprends pas encore, c'est qui bénéficiera le plus de la mort de Lord Avondale. » Elle pâlit mais ne dit rien. Poirot poursuivit. « Ces lettres évoquent une conspiration, une relation cachée. Mais leur ton change vers la fin. Les lettres suivantes sont plus urgentes, désespérées même, et elles font référence à une livraison qui n'est jamais arrivée. » Lady Constance attrapa l'une des lettres, puis retira sa main. Il y avait une cargaison. Mon frère l'attendait des semaines avant sa mort, en provenance d'Allemagne. Je n'ai jamais pensé que cela soit aussi important. Tu aurais dû, dit Poirot. Car si j'ai raison, cette cargaison aurait pu être le dernier élément d'un complot, peut-être même son meurtre. La pièce tomba dans un silence tendu. Puis, Poirot se leva. « Parlons avec Evelyne. Elle peut encore être convaincue de nous dire la vérité. » Mais Evelyne était partie. Ils ont fouillé la maison de fond en comble, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Sa chambre était soignée, le lit fait, l'armoire à moitié vide. Aucune note d'adieu, aucune indication de panique. Juste une disparition discrète et complète. Cribbins a insisté sur le fait qu'il n'avait vu personne partir. La porte arrière était verrouillée de l'intérieur et personne n'avait franchi la porte depuis leur arrivée. Poirot retourna au bureau une fois de plus, arpentant le périmètre pendant que Hastings montait la garde. « Elle ne fuirait pas à moins de craindre d'être découverte, » a déclaré Poirot. « Ou à moins qu'elle n'ait accompli ce qu'elle était venue faire. » Il jeta un coup d'œil à l'horloge, désormais silencieuse et immobile. Mais pourquoi ça s'est arrêté? Alors qu'il se plaçait derrière le bureau, son pied s'accrocha légèrement au plancher. Poirot se pencha et appuya dessus. Cela produisit un léger clic. Un compartiment caché s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une petite pochette en velours. Poirot le souleva avec précaution, l'ouvrit et laissa le contenu se répandre sur le bureau. De petits engrenages, ressorts en laiton, une bobine de fil fin, un deuxième mécanisme. Hastings le regarda. « Une autre horloge ?» Poirot secoua la tête. « Non, pas une horloge. Un détonateur. » Hastings pâlit. « Tu penses qu'elle avait prévu de tuer quelqu'un ? » ?»« Oui, l'a déjà fait. » Poirot rassembla les composants et empocha la pochette. Puis, il revint à la pendule. Derrière le boîtier, encastré dans son cadre, se trouvait une douille, précisément façonnée pour s'adapter aux pièces manquantes. « Bon Dieu !» murmura Hastings. « Elle n'était pas hantée.
Elle délivrait un message, un avertissement ou une menace. « Non !» dit doucement Poirot. « Un compte à rebours. » Ils quittèrent le bureau en silence, les carillons résonnant toujours dans leurs pensées. Dehors, le vent s'était levé de nouveau, et les premières feuilles de la saison dansaient sur le trottoir. Lady Constance restait derrière, visiblement secouée, le regard fixé sur la porte par laquelle Evelyne était passée, et peut-être sur la trahison qu'elle représentait. De retour à Whitehaven Mansion, Poirot disposa les composants sur sa table, examinant chacun d'eux avec une loupe. Hastings faisait les 100 pas derrière lui, l'air chargé d'incertitude. « Et maintenant ?» il a demandé. Poirot ne leva pas les yeux. « Maintenant, nous découvrons qui est A. Nous trouvons la cargaison. Et nous trouvons Evelyne Avondale. » Hastings s'appuya contre le rebord de la fenêtre. « Et si nous ne le faisons pas ?» Poirot le regarda, le visage sombre et illisible. « Alors, mon ami, il faut espérer que l'horloge ne sonne plus. » Chapitre 3. L'homme de Munich, dans le silence de son bureau de Whitehaven Mansion, Hercule Poirot regardait pensivement un petit engrenage tenu délicatement entre son pouce et son index. La lumière du matin filtrait à travers des rideaux de gaz, illuminant la lueur des cuivres. Sur le bureau devant lui, le contenu de la pochette cachée du bureau de Lord Avondale était étalé comme un puzzle mécanique. Hastings, assis à proximité avec sa tasse de thé omniprésente, regardait avec une expression de curiosité inquiète. « Vous avez dit que ce n'était pas un mécanisme d'horloge, » commença-t-il, peut-être pour la 3e fois. « Ce n'est pas le cas, » répondit Poirot sans lever les yeux. « C'est le cœur de quelque chose de bien plus moderne, mais déguisé dans une vieille coquille. Regardez ici. » Il désigna un mince fil de cuivre soigneusement enroulé en forme de 8. Ce n'est pas le genre de câblage que l'on trouve dans les montres victoriennes. Il est isolé, moderne. Probablement conçu au cours des 5 dernières années. Cela suggère une main récente, quelqu'un de compétent non seulement en horlogerie, mais aussi en électronique. Alors Evelyne ne se contentait pas de transmettre un message. Elle installait quelque chose, a déclaré Hastings d'un ton sombre. Poirot hocha la tête. Et elle est partie avant le dernier tic. On frappa à la porte. Hastings alla y répondre et revint quelques instants plus tard avec un télégramme à la main. « Cela vient de l'inspecteur Japp, » dit-il en le tendant à Poirot. Il a trouvé quelqu'un correspondant à la description d'Evelyne hier soir à la gare de King's Cross, fuyant Londres par l'express en direction du nord. Poirot lut le message et hocha la tête. Elle était déguisée, un uniforme d'infirmière, et elle voyageait seule. Mais si c'est elle qui a planté cette chose, pourquoi fuir avant d'avoir fini le travail? Poirot mit le télégramme de côté. Peut-être qu'elle craignait d'être découverte. Ou peut-être qu'elle n'était qu'une partie du projet. Involontairement, le téléphone sonna. Poirot répondit, et après un bref échange, reposa le combiné avec un sourire tranquille. C'était le conservateur du British Museum. Il a confirmé mes soupçons. Lord Avondale était en correspondance avec un homme nommé Johann Drexler jusqu'à 3 mois avant sa mort. Drexler, vous l'avez déjà mentionné. En effet, Drexler est, ou était, un horloger renommé de Munich. Il a disparu de la vie publique il y a quelques années après avoir fait l'objet d'une enquête pour espionnage pendant la guerre. Aucune accusation, mais de nombreux chuchotements.
S'il est impliqué, cette affaire est plus grande qu'une simple intrigue familiale. Que voudrait Drexler à un aristocrate britannique? Cela, dit Poirot. Nous devons le découvrir. Faites votre sac, Hastings. Nous partons pour Munich ce soir. Le voyage par chemin de fer et par mer les a conduits au cœur de la Bavière. Munich était encore en train de guérir des cicatrices de la guerre, ses façades autrefois fières, montrant des signes à la fois de restauration et de fatigue tranquille. Mais les horloges sonnaient toujours à l'heure, les trains roulaient toujours avec une précision germanique, et l'air transportait une subtile odeur de métal et de vieille fumée. Poirot et Hastings arrivèrent à un modeste bâtiment niché entre une boulangerie et un apothicaire dans une rue pavée près de la rivière Isar. Le panneau indiquait Drexler & Sohn, Zeit en précision, ses lettres dorées légèrement fanées. Une cloche tinta au-dessus de leur tête alors qu'ils entraient. La boutique était sombre, encombrée de montres de toute taille et de tout modèle. Dans un coin, une pendule à coucou gazouillait faiblement. Au fond, un homme âgé avec des lunettes perchées sur le nez travaillait silencieusement sur une table couverte d'engrenages, d'outils et de schémas. Il n'a pas levé les yeux. « Johann Drexler » demanda Poirot en allemand. Les doigts de l'homme s'arrêtèrent. Lentement, il leva les yeux. Son visage était anguleux, avec des yeux perçants et une bouche tournée vers la désapprobation. « Je le suis, » dit-il sèchement. « Je m'appelle Hercule Poirot. Voici mon collègue, le capitaine Hastings. Nous sommes venus concernant Lord Clive Avondale. » Drexler haussa légèrement les épaules. « Mort, n'est-ce pas? »« Oui, » répondit Poirot. « Mais sa mort soulève de nombreuses questions. La principale d'entre elles, pourquoi a-t-il été en contact avec vous ?» Drexler plissa les yeux. « Je ne parle pas de mes clients avec des inconnus. Je crois que l'un de vos modèles est utilisé dans une entreprise criminelle, » dit calmement Poirot. « Si vous nous aidez, nous pourrons peut-être éviter de nouveaux dommages. Drexler s'appuya contre le dossier de sa chaise, les observant pendant un long moment. Puis il se leva et se dirigea vers un placard. De l'intérieur, il sortit un dossier de documents et les posa sur le comptoir. Il a commandé un dispositif à déclenchement temporel, a déclaré Drexler. Celui qui pourrait libérer un agent chimique après un nombre précis d'activations. Hastings parut surpris. « Vous avez construit un piège à poison ?» Drexler leva la main. « Non, j'ai fourni le schéma. » Il a affirmé qu'il s'agissait d'une pièce de musée, une sorte de performance artistique. J'ai été grassement payé. Je n'ai pas demandé plus. Poirot examina les dessins. Ils étaient complexes et brillants. L'appareil se déclencherait après 13 cycles d'activation, calibré sur le carillon d'une horloge ancienne. Et, dans la dernière étape, un compartiment destiné à abriter soit un flacon, soit une charge utile secondaire. « Reconnaissez-vous cette femme ?» demanda Poirot en montrant une photo d'Evelyne. Drexler hésita. Elle était à l'une des réunions. Calme. Elle le regardait plus qu'elle n'écoutait. J'ai supposé qu'elle était son assistante. Est-ce qu'elle vous a parlé? Une fois, a déclaré Drexler. Elle a demandé ce qui se passerait si le mécanisme était interrompu avant son achèvement. Et qu'as-tu dit? Que cela échouerait? Ou pire, se déclencherait prématurément? Les lèvres de Poirot se resserrèrent.
Elle avait peur. Elle aurait dû l'être, a répondu Drexler. Votre lord Avondale était obsédé. Il parlait de trahison, de punition. Il prétendait que le temps lui-même révélerait la vérité. Poirot rangea les documents. Merci, Herr Drexler. Vos créations ont peut-être sauvé des vies, involontairement. Alors qu'il reculait dans l'air froid de Munich, Hastings expira brusquement. Alors Clive Avondale a conçu sa propre vengeance, après la mort? Plus que ça, dit Poirot. Il a conçu un piège. Pour quelqu'un dont il savait qu'il reviendrait dans son bureau. Tu penses que ce n'était pas du tout destiné à Evelyn? Je pense qu'Evelyn avait peur de ce qu'elle avait contribué à construire. Et je pense que quelqu'un d'autre avait l'intention de le revendiquer. Alors que le vent soufflait en rafale dans la rue étroite, faisant claquer les panneaux et les volets, Poirot releva son col et plissa les yeux. « Quand nous reviendrons à Londres, Hastings, dit-il, nous rendrons visite au notaire de Lord Avondale. Il y a toujours des secrets dans le testament d'un homme. Et si nous ne trouvons rien, Poirot sourit faiblement. Alors nous regarderons à nouveau sous l'horloge. Chapitre 4. Le secret de l'avocat de retour à Londres. Le ciel gris était lourd de pluie alors qu'Hercule Poirot et le capitaine Hastings descendaient de leur taxi devant une austère maison géorgienne de Lincoln's Inn Fields. La plaque de laiton à côté de la porte indiquait Gravely, Pike and Lanchester, Solicitors and Legal Counselors. Poirot jeta un coup d'œil au bâtiment avec un air légèrement amusé. Gravely, Pike et Lanchester, dit-il. Même le nom inspire la tristesse, n'est-ce pas? Hastings tira sur le col de son manteau pour résister au vent. Probablement à dessein. Personne ne veut que son avocat ait l'air fantaisiste. À l'intérieur, ils furent accueillis par le silence tamisé du bois ciré et de la moquette épaisse. Un réceptionniste les a conduits dans une pièce privée où les attendait un petit homme chauve avec des lunettes cerclées d'acier. Il s'est présenté comme Monsieur Quentin Lanchester, l'avocat de feu Lord Avondale. Messieurs, dit-il avec un sourire sec. Vous souhaitiez parler de la succession de Lord Avondale. En effet, répondit Poirot. Plus précisément sur toute modification apportée à son testament dans les mois précédant son décès. Lanchester haussa un sourcil. Ce sont des informations plutôt sensibles. J'espère que vous me pardonnerez si je vous demande pourquoi vous les recherchez. Poirot sourit poliment. Nous soupçonnons, monsieur Lanchester, que Lord Avondale croyait qu'il allait être assassiné, et que son dernier testament pourrait contenir des indices sur l'identité de celui qu'il craignait. L'avocat cligna des yeux. Meurtre? C'est toute une accusation. Poirot inclina la tête, celui que nous ne faisons pas à la légère. Lanchester hésita, puis sortit un lourd dossier du placard derrière lui. Très bien. Il y a eu un amendement, oui. Un codicille ajouté 6 semaines avant son décès. Lord Avondale était agité, ce qui était inhabituel. Il a insisté sur le secret et a exigé que ce document soit caché même à sa femme jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. Lesquelles? Demanda Hastings. Que l'horloge de grand-père dans son bureau sonne 13 fois pendant 3 nuits consécutives, répondit Lanchester. Poirot et Hastings échangèrent un regard. Et cette condition est-elle remplie? Demanda Poirot. Lanchester hocha gravement la tête.
Lady Avondale nous a contactés après le 3e incident. Nous nous préparions à l'informer de l'existence du codicille lorsque votre demande est arrivée. « Pouvons-nous le voir ?» demanda Poirot. Lanchester ouvrit le dossier et passa la fine feuille de papier. Poirot lut en silence, son expression illisible. Le codicille était court, précis, presque chirurgical dans sa formulation. Lord Avondale a ordonné qu'une enveloppe scellée soit remise à sa sœur, Lady Constance, et non à son épouse, sous réserve que la condition soit remplie. L'enveloppe, affirmait-il, contenait la vérité sur sa mort. « Pouvons-nous avoir l'enveloppe ?» demanda Poirot. Lanchester ouvrit un tiroir verrouillé et en sortit une simple enveloppe en papier cartonné, scellée à la cire rouge et estampillée de l'écusson d'Avondale. Poirot l'accepta avec précaution, notant l'âge du sceau et la sécheresse de la cire. Il ne l'ouvrit pas alors, se contentant de le placer dans la poche intérieure de son manteau. « Je vous remercie, monsieur Lanchester. Vous avez été des plus utiles. » Alors qu'il quittait l'entreprise et sortait dans l'après-midi humide et venteux, Hastings jeta un coup d'œil de côté à Poirot. « Tu ne vas pas l'ouvrir ?» Poirot secoua la tête. « Non, Hastings, il était destiné à Lady Constance, et j'ai le sentiment qu'elle soupçonne depuis longtemps son contenu. » Ils arrivèrent à la maison d'Avondale en fin d'après-midi. La maison était sombre, comme si elle absorbait l'attention des jours écoulés depuis leur première visite. Lady Constance les reçut dans le même salon où les carillons résonnaient autrefois de manière anormale. Elle paraissait plus âgée, pensa Poirot, plus fragile, comme alourdie par un savoir invisible. Lorsque Poirot lui tendit l'enveloppe, ses mains tremblèrent légèrement. Elle le regarda longuement avant de briser la cire. Hastings se tenait tranquillement à la fenêtre, observant la rue en contrebas. Poirot resta immobile, les yeux fixés sur le visage de Lady Constance. Elle lut lentement la lettre, les lèvres bougeant légèrement. Quand elle eut fini, elle plia le papier avec une précision tremblante et le remit dans l'enveloppe. « C'est donc vrai ?» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que c'est, madame ?» demanda doucement Poirot. « Mon frère savait qu'Evelyne allait le trahir. Il a découvert sa correspondance avec un certain Alexander Voss, un homme d'affaires allemand, mais en réalité un marchand d'armes. Elle était son coursier. Elle a épousé Clive pour accéder à sa richesse, oui, mais aussi à sa collection. Plus précisément, un objet qu'il avait acquis pendant la guerre. Un composé rare, dérivé d'une expérience militaire, classifié très volatile, très précieux. Hastings se détourna de la fenêtre. Est-ce que c'est ce qui était censé entrer dans l'appareil construit par Drexler ? Lady Constance hocha la tête. Clive ne m'a jamais raconté toute l'histoire. Seulement qu'il avait caché le complexe quelque part dans la maison, que si quelque chose lui arrivait, l'horloge garantirait que la vérité éclate. « Et Evelyne ?» demanda Poirot. « Savait-elle que l'horloge déclencherait l'avertissement ? Elle a aidé à concevoir le logement. Je suppose qu'elle se doutait de quelque chose. C'est pourquoi elle s'est enfuie. » Poirot étudia son visage. « Et pourtant, elle n'a pas pris le complexe. » Lady Constance baissa les yeux sur ses mains. « Parce qu'elle ne l'a jamais trouvé. » Il y eut un silence, interrompu seulement par le doux tic-tac d'une horloge dans le hall. Poirot se leva. « Alors nous devons le trouver avant Voss, ou quelqu'un qui travaille pour lui,
Lady Constance se leva également. « Vous pensez qu'il est à Londres ? Je crois qu'il n'est jamais parti. » Ils retournèrent au bureau à la tombée du crépuscule, la lueur ambrée des lampadaires s'infiltrant à travers les hautes fenêtres. Poirot se déplaça prudemment à travers la pièce, étudiant chaque objet à nouveau. Hastings surveillait la porte, son revolver discrètement dissimulé dans son manteau. Poirot s'arrêta devant la cheminée. L'horloge du manteau était désormais silencieuse, son mécanisme de carillon interne retiré, mais quelque chose dans sa construction continuait de l'intriguer. Lord Avondale n'était pas homme à gaspiller de l'espace, a-t-il déclaré. Il a intégré un appareil secondaire dans le boîtier de l'horloge. Pourquoi pas plus? Il s'appuya contre les boiseries derrière l'horloge. Un léger clic retentit. Un panneau s'ouvrit, révélant une cavité étroite. À l'intérieur, enveloppée dans une toile cirée et étroitement liée, se trouvait une fiole en verre, pas plus longue qu'un pouce. Le liquide, à l'intérieur, brillait légèrement, ambre dans certaines lumières, vert dans d'autres. Poirot le souleva doucement. « Voilà, l'enceinte !» À ce moment-là, la cloche de la façade retentit, de manière stridente, urgente. Poirot et Hastings échangèrent un regard. La voix de Lady Constance appela faiblement depuis le hall. « Je n'attendais personne. » Poirot glissa la fiole dans sa poche. « Ne répondez pas, dit-il, mais il était trop tard. » La porte s'est ouverte vers l'intérieur. Un homme vêtu d'un manteau sombre et de gants entra dans le bureau, un pistolet à la main. Son visage était familier, beau, sévère et incontestablement allemand. « Alexander Voss, » dit Poirot, imperturbable. Les yeux de Voss parcoururent la pièce, puis se posèrent sur Poirot. « Vous l'avez ? Je fais. » Voss leva le pistolet. « Alors donne-le-moi, j'ai attendu assez longtemps. » Poirot fit un pas en avant. « Vous travailliez avec Evelyne, mais elle vous a trahi. Elle a essayé de cacher l'appareil avant qu'il puisse être utilisé. Elle est devenue sentimentale, » grogna Voss. « J'ai commencé à parler de culpabilité, de fuite. J'ai dit que l'horloge avait commencé à sonner. » Hastings s'écarta de côté, se positionnant entre Voss et Lady Constance. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça, » dit-il d'un ton ferme. « Je l'ai déjà fait. » Mais il n'avait pas remarqué la main de Poirot se dirigeant vers le manteau. Avec une force soudaine, Poirot frappa la base de l'horloge et le mécanisme d'engrenage restant à l'intérieur tomba au sol avec un bruit sourd. Voss tressaillit. À ce moment-là, Hastings se précipita. Les deux hommes se débattirent alors. Que Lady Constance criait. L'arme a tiré une fois, touchant une bibliothèque. Hastings a ensuite réussi à faire tomber l'arme. Poirot se déplaça rapidement, ramassant le pistolet et le pointant sur Voss. Assez. La police est arrivée quelques minutes plus tard, convoquée silencieusement par Lady Constance pendant que la lutte se déroulait. Voss a été arrêté sans autre résistance, son visage étant un masque d'amère défaite. Poirot tendit le flacon à l'inspecteur. Il doit être stocké en toute sécurité. Il est plus dangereux que n'importe quelle arme. Alors que Voss était emmené, Poirot se tourna vers Lady Constance. « Votre frère était intelligent. Il a laissé derrière lui non seulement un message, mais un avertissement et un moyen d'assurer la justice. » Elle hocha lentement la tête. Il a toujours aimé les puzzles. Alors qu'il quittait la maison ce soir-là, Hastings se retourna une fois de plus vers l'horloge silencieuse sur la cheminée. « Tu penses, que c'est fini ?» il a demandé.
Poirot haussa légèrement les épaules. Le méchant, il a été attrapé. Le secret, il est découvert. Mais la veuve, elle, est toujours portée disparue. Et au loin, loin de Londres, une femme en uniforme d'infirmière descendait d'un train à Édimbourg, les yeux scrutant l'horizon. L'horloge s'était arrêtée, mais son temps n'était pas encore écoulé. Chapitre 5. Ombre à Édimbourg, la pluie tombait doucement et régulièrement sur les rues d'Édimbourg, lavant les pavés d'un éclat métallique et peignant la ville de gris tamisé. Sous le bord de son chapeau, Evelyn Avondale gardait le visage bas et le pas rapide. L'uniforme d'infirmière qu'elle avait utilisé lors de son évasion avait désormais disparu, remplacé par un manteau de laine sombre et des chaussures pratiques, une tenue banale pour une femme banale. Elle bougeait comme quelqu'un qui avait été entraîné à disparaître. Elle avait loué une chambre modeste au-dessus d'une boulangerie à Calton Hill, à une veuve trop polie pour poser des questions et trop occupée pour remarquer qu'Evelyn ne donnait jamais son vrai nom. Là, elle s'était cachée pendant 3 jours, vivant dans les limbes tranquilles de l'incertitude. Dans son petit cartable, elle portait une photographie usée de Clive, une carte pliée avec des cercles à l'encre rouge et la lettre qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lire, les dernières paroles de Lord Avondale, adressées, non pas à elle, mais à sa sœur. Elle l'avait volée avant que Poirot et Hastings ne reviennent à la maison. Ses mains tremblaient alors qu'elle dépliait à nouveau le parchemin. À ma sœur Constance. Si vous lisez ceci, c'est que l'appareil s'est déclenché et ma fin est certaine. Ne me pleurez pas, car j'ai fait la paix avec mon sort. Je laisse derrière moi une trace, non pas de vengeance, mais de vérité. Evelyn tentera de s'enfuir. Elle portera la culpabilité comme une chaîne. Et pourtant, elle n'est pas l'ennemi. Elle ferma les yeux. Cette phrase revenait sans cesse dans son esprit. Elle n'est pas l'ennemi. C'était à la fois une bénédiction et un fardeau. Cela signifiait que Clive connaissait la profondeur de son implication et peut-être ses regrets. Mais le regret n'a pas apporté l'absolution. Et cela ne la protégeait certainement pas de l'homme pour qui elle avait travaillé autrefois, Alexandre Voss. Elle avait vu son nom aux informations. Un ressortissant allemand arrêté à Londres après un cambriolage dans le domaine d'Avondale. Ils avaient qualifié cela de cambriolage. Le mot était trop petit, trop banal. Aucune mention du dispositif d'horlogerie. Aucune mention d'elle, mais elle savait qu'il valait mieux ne pas se sentir en sécurité. Voss avait des associés, contacts. Certains marchaient encore librement, se cachant derrière des entreprises, des fondations et une diplomatie discrète. S'il savait qu'elle détenait encore une partie de la vérité, il viendrait la chercher. Elle avait besoin d'aide, et il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait la croire. À Whitehaven Mansion, Poirot se tenait devant son miroir, ajustant le nœud de sa cravate avec son flair méticuleux habituel. Hastings, assis à proximité avec le journal du matin, le plia brusquement. « Poirot, dit-il, il y a eu un vol au Royal Scottish Museum. » Poirot haussa un sourcil. « Ah, et qu'ont-ils pris? Un tableau? Une statue? » Pire. Une caisse contenant du matériel de guerre confisqué, des artefacts récupérés en Allemagne après l'armistice, y compris des échantillons chimiques. Aucun suspect. Les gardes ont été drogués.
Poirot fit une pause, les doigts toujours sur sa cravate. Matériel de guerre. Le complexe était-il parmi eux? C'est possible. L'article dit qu'un échantillon manquait dans le manifeste original. Personne ne savait même qu'il existait jusqu'à l'année dernière. Les yeux de Poirot se plissèrent. Alors nous n'avons pas encore fini, mon ami. Le fantôme de Lord Avondale jette toujours une longue ombre. Alors qu'il prenait son manteau, le téléphone sonna. Poirot répondit et resta silencieux pendant un long moment, écoutant. Puis il hocha la tête une fois et raccrocha. « Bien ?» demanda Hastings. Poirot avait l'air inhabituellement solennel. C'était Evelyne. Hastings cligna des yeux. « Evelyne ? Elle t'a appelé ? Elle dit qu'elle est prête à parler, mais seulement si nous la rencontrons en personne, à Édimbourg. » Hastings se leva aussitôt. « La croyez-vous » Poirot se dirigea lentement vers la fenêtre, regardant l'horizon nuageux de Londres. « Je crois qu'elle a peur, et je crois qu'elle aussi est pourchassée. » Ils l'ont retrouvée le lendemain après-midi dans un café tranquille, près du parc Holyrood. Elle était assise dans un coin, dos au mur, surveillant la porte. Lorsque Poirot et Hastings entrèrent, elle fit un léger sursaut, mais ne courut pas. Poirot s'approcha calmement de la table. « Madame Avondale, » dit-il doucement. « Plus maintenant, » répondit-elle. « Juste Evelyne maintenant. » Ils se sont assis. Hastings jeta un regard méfiant autour de la pièce. Poirot, cependant, fixait son regard uniquement sur elle. « Vous avez lu la lettre, » dit-il. Elle hocha la tête. « Je l'ai volée. Je voulais savoir ce qu'il savait. Et s'il me détestait ?»« Il ne l'a pas fait, » a déclaré Poirot, « mais il savait ce que tu étais, et peut-être ce que tu souhaitais être. » Evelyne baissa les yeux. « Je n'ai jamais voulu qu'il meure. Pourtant, vous avez aidé à construire ce qui garantirait cela, » a déclaré Hastings. Sa voix était calme. Je suivais les ordres. Au début, je pensais que ce n'était que de la théorie, un casse-tête, une blague. Puis j'ai réalisé que Voss avait l'intention de l'utiliser. Clive a commencé à soupçonner quelque chose. Il m'a confronté. Mais au lieu de m'exposer, il m'a pardonné. Ou a essayé de le faire. « Pourquoi courir ?» demanda Poirot. « Parce que Voss ne s'arrêterait jamais. Il avait des hommes qui surveillaient la maison, attendant le bon moment. Je savais que si je restais, je les y conduirais. » Poirot se pencha en avant. « Et maintenant ?» Elle fouilla dans son cartable et posa une petite pochette en velours sur la table. Poirot l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une clé antique, en laiton et de forme étrange. « Cela ouvre un coffre-fort, » dit-elle. « Dans le sous-sol du Royal Scottish Museum. » Clive a caché une deuxième fiole, instable, plus dangereuse que la première. Voss ne l'a jamais trouvée. Mais quelqu'un d'autre essaie. « Quelqu'un d'autre ?» demanda sèchement Hastings. Elle hocha la tête. « Un homme nommé Barrett, ancien militaire, maintenant entrepreneur privé. Voss l'a mentionné une fois. Le nettoyeur, il l'appelait. » Poirot inspira profondément. « Alors nous devons agir rapidement. » Ils arrivèrent au musée juste au moment où le dernier groupe de touristes sortait. Poirot a montré les références données par Scotland Yard et a été rapidement conduit au bureau du conservateur. Là, on leur a montré le sous-sol, un labyrinthe de caisses, scellées,
et d'archives poussiéreuses. À l'aide de la clé, Poirot déverrouilla un petit coffre-fort derrière un panneau d'étagère. À l'intérieur, niché dans de la paille et enveloppé dans un verre épais, se trouvait une autre fiole, celle-ci plus sombre, tourbillonnant d'une teinte fumée. « Pas étonnant que Clive soit allé aussi loin, » murmura Hastings. « Une goutte de ça. » Poirot se tourna vers le conservateur. « Cela doit être déplacé immédiatement vers une installation sécurisée. » Mais avant que le conservateur ait pu répondre, les lumières se sont éteintes. Noirceur totale. Hastings attrapa instinctivement son revolver. Poirot, calme même dans le noir, recula, protégeant Evelyne, puis vint le bruit des bottes. Lourd, délibéré, une lampe de poche s'alluma. Dans son rayon se tenait un homme de grande taille en noir, le visage masqué par un foulard et une casquette. Une casquette. « Barrett !» murmura Evelyne. « Donnez-moi la fiole !» grogna l'homme. Hastings leva son arme. « Vous ne comprenez pas. »« Je n'en ai pas besoin, » a déclaré Barrett. « Je dois juste m'assurer que personne d'autre ne repart avec. » Il leva un pistolet, silencieux, mais, avant de pouvoir tirer, Poirot appuya sur un interrupteur dissimulé dans le panneau mural. Une alarme retentissante remplit la pièce. Barrett grogna et se précipita dans l'ombre. Des pas résonnaient tandis que les gardes du musée descendaient la cage d'escalier. C'était fini en quelques minutes. Barrett a été capturé près de l'aile est par une équipe de sécurité répondant à l'alerte. Le flacon a été transféré dans la soirée dans un laboratoire gouvernemental sécurisé sous forte escorte. Plus tard, dans leur suite d'hôtel, Poirot versa un verre de sherry et en tendit un à Evelyne. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille que son âge, mais plus légère, libérée du terrible fardeau qu'elle portait. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Hastings. « Disparaître, » dit-elle. « Recommencer. Dans un endroit calme ?» Poirot hocha lentement la tête. « Ce n'est pas à moi de vous juger, madame. Mais sachez ceci. Vous n'étiez pas le méchant dans l'histoire de votre mari. Vous n'étiez pas non plus le héros. Mais vous avez contribué à écrire le dernier chapitre. Ce n'est pas une mince affaire. » Elle sourit faiblement. « Merci, monsieur Poirot. » Alors qu'elles quittaient leur suite cette nuit-là, disparaissant dans le brouillard d'Édimbourg, Hastings se tourna vers Poirot. « Pensez-vous que nous la reverrons ?» Poirot regarda par la fenêtre, dans le noir. « Peut-être, » dit-il, « mais j'espère que non pour elle. » Et derrière eux, le silence bourdonnait, comme une horloge qui aurait fini par s'éteindre. Chapitre 6. Le gentleman en gris, le. Lendemain matin, Poirot se tenait près de la fenêtre de l'hôtel d'Édimbourg, la moustache impeccable et l'expression indéchiffrable. Hastings était toujours au lit. Les événements de la nuit précédente lui pesaient clairement. Le vol raté au musée, la capture de Barrett et le départ d'Evelyne, tout s'était déroulé si rapidement. Pourtant, l'esprit de Poirot, comme toujours, était un jardin d'indices soigneusement entretenu et de questions sans réponse. « Tu es calme ce matin » marmonna Hastings, effaçant ses yeux de sommeil. « Pas comme toi, mon vieux. » Poirot ne se retourna pas. « Dites-moi, Hastings, avez-vous déjà réfléchi au nombre de bouts nécessaires pour faire un nœud parfait ?» « Je dis quoi ?» Poirot se tourna enfin.
Barrett n'agissait pas seul. Le complexe n'était pas destiné à être volé, il était destiné à être récupéré. Il y a des fils, mon ami, qui s'étendent au-delà d'Édimbourg, et j'ai l'intention de les suivre. Leur conversation fut interrompue par un coup sec à la porte. Poirot l'ouvrit et trouva un portier d'hôtel portant un télégramme. Il le lut une fois puis une autre, ses sourcils se fronçant légèrement. « De l'inspecteur Japp, dit-il à voix haute. Il nous demande de retourner à Londres. Il y a eu un autre incident. »« Un autre meurtre ?» demanda Hastings, enfilant déjà son pantalon. « Non, dit doucement Poirot. Un visiteur, celui qui m'a demandé par mon nom. » À la tombée de la nuit, ils étaient de retour à Londres, assis une fois de plus dans le confort familier du salon de Poirot à Whitehaven Mansion. La cheminée crépitait, projetant de longues ombres sur les murs. Japp, affichant son expression habituelle d'irritation surmenée, se pencha en avant, les deux mains posées sur ses genoux. « Il n'a pas voulu donner son nom, » a déclaré Japp. « J'ai seulement dit qu'il était un associé de Voss. Il est venu vêtu d'un costume gris, de gants, assorti et d'un parapluie plus beau que tout ce que j'ai jamais vu. Le monsieur en gris, les agents l'ont appelé. » Poirot posa un doigt sur ses lèvres. « Et que voulait-il » ? Il a dit qu'il avait un message pour vous, et qu'il ne le transmettrait qu'en face à face. Poirot pencha la tête. Est-il toujours en détention ? Japp secoua la tête. Nous ne pouvions pas le retenir. Aucun mandat, aucune raison. Il nous a cependant laissé une carte. Il nous a dit que si cela vous intéressait, de venir à la tour de l'horloge de King's Cross. Minuit. Hastings fronça les sourcils. « Ça ressemble à un piège. »« En effet, » murmura Poirot. « C'est pourquoi nous y assisterons. » Japp se leva. « Je garderai une patrouille à proximité, mais quelque chose me dit que cet homme ne serait pas assez stupide pour lancer quoi que ce soit avec des témoins. Ce n'est pas un voyou. Plutôt un diplomate. » Alors que Japp partait, Poirot se leva et commença à faire les 100 pas lentement. Le gentleman en gris, curieux, poli, à la mode, et pourtant aligné sur Voss. Peut-être un financier ? Ou quelqu'un de plus haut encore. « Vous pensez que Voss avait des soutiens ?» demanda Hastings. Les yeux de Poirot brillèrent. Hastings, Voss était un fanatique, mais même les fanatiques ont besoin de pièces de monnaie. Les usines, les matières premières, les laboratoires, ils ne sont pas invoqués depuis les airs. Quelqu'un a payé pour cet appareil. Quelqu'un qui veut toujours ce qui reste de sa conception. La tour de l'horloge de King's Cross se dressait au-dessus d'eux dans l'obscurité de minuit, à moitié enveloppée de brume. Les trains sifflaient en contrebas sur les voies, et le doux murmure de Londres, la nuit palpitait faiblement en arrière-plan. Poirot et Hastings attendaient sous l'arche, leur souffle formant des nuages dans l'air froid. Quelques instants plus tard, un homme de grande taille s'est approché, parfaitement à l'heure, vêtu d'un gris impeccable, son chapeau baissé, une fine chaîne argentée disparaissant dans son gilet. « Messieurs, dit-il avec l'accent d'une éducation continentale, vous êtes ponctuels, c'est rare. » Poirot s'avança. « Et tu es ?» L'homme sourit faiblement. « Un émissaire, c'est tout. Mon employeur souhaitait faire une offre. » Hastings se raidit. « Quel genre d'offre ? »
L'homme l'ignora, se concentrant uniquement sur Poirot. Vous avez interféré, collecté des secrets, arrêté des hommes, sécurisé des artefacts qui ne vous appartiennent pas. Ah, dit doucement Poirot. Et pourtant, tu m'as quand même invité à discuter, comme c'est très britannique de ta part. Parce que mon employeur respecte l'intellect. Il croit à l'efficacité et non au chaos. Il souhaite acheter votre silence. Poirot rit, court et vif. Mon silence n'est pas à vendre. Non? Demanda l'homme en gris. Alors peut-être que votre curiosité est là. Il y a un autre projet, une continuation du travail de Voss. À Genève. Nous vous permettons d'observer, en tant qu'invité, bien sûr. Et qu'est-ce que j'observerai? Demanda Poirot d'une voix froide. Une machine, répondit l'homme. Pas de destruction, mais d'ordre. Un nouveau moteur pour le monde. La mort. De Voss était malheureuse, mais son héritage peut être préservé. Hastings fit un pas en avant. Tu es fou. Mais Poirot se contenta de pencher la tête. Pourquoi venir vers moi? Pourquoi ne pas disparaître, comme le font souvent des hommes comme vous? Les yeux de l'homme clignotèrent. Parce que vous êtes déjà trop proche, et parce que si vous refusez, il faudra envisager d'autres méthodes. Poirot sourit légèrement. Alors considérez ceci comme mon refus et mon avertissement. Vous n'êtes pas le seul à disposer de ressources. L'homme en gris hocha lentement la tête. Qu'il en soit ainsi. Mais sachez ceci, monsieur Poirot, nos objectifs sont inévitables. Le progrès ne peut pas être assassiné, mais seulement retardé. Sur ce, il se tourna et disparut dans le brouillard. De retour à l'appartement, Hastings faisait les 100 pas. Qu'entendait-il par un autre projet? À Genève, bluffait-il? Poirot était assis, croisant les doigts. Je ne le crois pas. Il n'y avait aucun tremblement dans sa voix, aucune hésitation. Il parlait comme quelqu'un qui pleure déjà le retard d'un grand projet, et non son échec. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous allons à Genève, a déclaré Poirot. Mais pas encore. Tout d'abord, nous devons comprendre la portée de cette organisation. Voss était l'un des rayons dans la roue, Barrett un autre, le gentleman en gris, peut-être le moyeu. Il se leva et se dirigea vers la cheminée, où il alluma une nouvelle bougie. Hastings, le boîtier de la veuve mécanique n'est pas fermé. Il est simplement transformé. La veuve n'était que la première ombre. Maintenant, nous poursuivons la forme qu'il a projetée. 2 nuits plus tard, Poirot reçut un autre visiteur. Celui-ci était inattendu. Un jeune homme d'à peine plus de 20 ans arriva à Whitehaven Mansion juste après le dîner. Il portait une veste militaire et un visage plein d'inquiétude. « Êtes-vous monsieur Poirot ?» il a demandé. Poirot hocha la tête. « Entrez, mon ami. » Le garçon était assis, tenant un cartable en cuir. « Je m'appelle Lewis Trenholm. J'étais étudiant à Cambridge, mais j'ai travaillé brièvement avec le professeur Elric Voss avant l'incident. Je ne savais pas ce qu'il construisait. Aucun de nous ne le savait. » L'expression de Poirot s'accentua. « Mais maintenant tu le fais ?» Lewis ouvrit le cartable et en sortit une série de papiers. Notes manuscrites, schémas et lettres. « J'ai été contacté, a-t-il déclaré,
par un groupe se faisant appeler la Société du Sablier. Ils disent vouloir reconstruire l'œuvre de Voss, mais en mieux. Nettoyeur. Plus raffiné. Poirot prit les papiers avec douceur. « Et tu as refusé ? Je n'ai pas encore répondu. Je ne savais pas à qui faire confiance. Puis j'ai lu des articles sur vous. » Poirot parcourut les pages. Schéma d'engrenage. Notes en allemand et en français. Un symbole. Un sablier à l'intérieur d'un rouage. Je suis content que tu sois venu, dit-il. Vous venez peut-être de confirmer ce que je soupçonnais. Hastings regarda entre eux. Qu'est-ce que c'est ? Poirot leva les yeux, le visage grave. Ce Voss n'a jamais été le leader, simplement l'horloger. Les véritables architectes sont encore en train de remonter la machine, et nous devons les arrêter avant que la prochaine heure ne sonne. Chapitre 7. La Société du Sablier, c'était une matinée calme à Londres, le genre de matinée que Poirot appréciait habituellement. La pluie s'était dissipée pendant la nuit, laissant dans la ville une odeur de pétrichor et de fumée de charbon. Mais il y avait peu de paix à Whitehaven Mansions. Hastings se tenait près de la fenêtre, regardant la rue en contrebas avec un sourcil plissé, tandis que Poirot examinait les papiers que le jeune Lewis Trenholm avait apportés. « Ces diagrammes, » murmura Poirot, traçant les lignes d'un schéma avec un doigt délicat. « Ce ne sont pas seulement des améliorations, ce sont des évolutions. » Hastings se retourna. « Alors, la Hourglass Society a l'intention de poursuivre le travail de Voss ? Ne vous contentez pas de continuer, répondit Poirot. Ils ont l'intention de le perfectionner. En surface, les papiers semblaient assez innocents, engrenages dessinés à la main, joints d'horlogerie, soupapes de pression. Mais sous eux se cachait un motif plus profond, reconnut Poirot. Les conceptions de Voss portaient sur la manipulation. De l'énergie, oui, mais aussi de l'intention. Ces nouveaux schémas démontraient une maîtrise de la précision psychologique. Des mécanismes non seulement pour le mouvement, mais aussi pour le contrôle. Lewis Trenholm les avait quittés la nuit précédente, promettant de revenir dans 2 jours après avoir récupéré d'autres notes qu'il avait cachées. Pendant ce temps, Poirot et Hastings ne manquaient pas de questions. « Pourquoi ce nom ? Hourglass Society » demanda Hastings. Poirot s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Un sablier mesure le temps, Hastings, mais contrairement à une horloge, il est fini. » Symbolique de l'équilibre entre l'urgence et l'inévitabilité. Ils se considèrent non seulement comme des inventeurs, mais comme des arbitres du destin. La sonnette retentit brusquement. Poirot fit signe à Hastings de répondre. Une jeune femme se tenait dans le couloir, d'une trentaine d'années, avec un long manteau vert, des boucles sombres cachées sous un chapeau, et des yeux perçants qui ne bronchèrent pas lorsqu'elle croisa le regard confus d'Hastings. « Mademoiselle Catherine Talmadge, dit-elle vivement. « Je dois parler à Monsieur Poirot, de toute urgence. » Poirot s'avança. « Vous êtes venue de loin, mademoiselle. »« Je viens de Genève. Je suis un décrypteur du British Signals Intelligence Service. Nous avons intercepté des messages qui, selon nous, étaient destinés au professeur Voss des semaines après sa mort. L'un d'entre eux contenait votre nom.
Elle tendit à Poirot un dossier contenant des télégrammes interceptés. Chacun était bref, codé dans un chiffre que Poirot reconnaissait comme d'origine militaire, mais modifié. Ce n'étaient pas des communications gouvernementales. Il s'agissait de transmissions privées masquées sous couvert de chaîne. Officielles. Pensez-vous que quelqu'un au sein du gouvernement les aide? Demanda Poirot. Talmadge hésita. Pas encore. Mais il y a une installation juste à l'extérieur de Zurich. Officiellement, il s'agit d'un consortium d'ingénierie privée. Officieusement, c'est un fantôme sur tous les registres. Et personne, dans les services secrets suisses, ne reconnaîtra son existence. Alors nous devons y aller, dit Poirot. Ensemble. 2 jours plus tard, Poirot, Hastings et Miss Talmadge arrivèrent à Zurich sous le couvert d'observateurs diplomatiques. Le voyage était tendu. Hastings s'inquiétait de chaque valise, tandis que Talmadge restait seul, scrutant les compartiments du train à la recherche de tout signe de queue. Depuis Zurich, ils ont loué une voiture et ont effectué le trajet sinueux à travers les routes de montagne jusqu'au petit village de Rufenacht, niché au pied des contreforts. C'est là, selon Talmadge, que se trouve l'entrée du mystérieux centre d'ingénierie. De l'extérieur, il semblait abandonné. Un vieux sanatorium réaménagé avec une nouvelle couche de peinture, entouré de clôtures en grillage et de gardes inhabituellement silencieux. Poirot a insisté sur la subtilité et sur la « Nous ne frappons pas à la porte de la fosse aux lions, Hastings. Nous nous faufilons à travers les mailles du filet. » Ils s'installèrent donc dans la seule auberge du village, se faisant passer pour des touristes fascinés par l'architecture alpine. Tandis qu'Hastings déplorait le manque de thé chaud, Talmadge et Poirot s'éclipsèrent sous le couvert du crépuscule pour observer les installations depuis la lisière de la forêt. Grâce à une longue vue, ils pouvaient voir le mouvement. Des camions qui vont et viennent à des heures indues, des hommes en blouse de laboratoire entrent par les portes arrière, et une fois un éclair de quelque chose de métallique qui traversait la cour, drapé de toile. « Mon Dieu !» murmura Poirot. « Ils reconstruisent quelque chose. » Le lendemain, Louis Trenholm arrive à l'auberge à l'improviste, essoufflé et visiblement secoué. « Ils m'ont suivi, » dit-il. « J'ai traversé la Manche en passant par Dieppe. J'ai fait demi-tour à Bâle. Mais je suis sûr que quelqu'un m'a suivi à la douane. » Poirot lui versa du thé et insista doucement pour obtenir des détails. « J'ai trouvé l'un des plans originaux, enfoui dans les effets personnels de Voss, caché dans une copie de Jules César. Ce n'est pas une machine, Poirot. C'est un réseau, un système. » Il sortit un croquis de son cartable. Une carte avec des lignes partant de Zurich vers diverses villes d'Europe. Le long des routes se trouvaient des noms. Munich, Prague, Vienne, Amsterdam. C'est un plan de distribution, a déclaré Trenholm. Il ne se contentait pas de construire un appareil. Il se préparait à l'installer dans des endroits clés, bâtiments gouvernementaux, universités, usines. Mais dans quel but? Demanda Hastings. Trenholm baissa la voix. Contrôle. Influence subtile. Mécanismes intégrés dans les murs, les horloges, les bouches d'aération, émettant des sons à basse fréquence. Voss pensait que de telles fréquences pouvaient modifier le comportement au fil du temps, augmenter la conformité, réduire la résistance. Conditionnement, marmonna Talmadge. Conditionnement de masse.
Poirot se leva de sa chaise. « Nous devons infiltrer l'établissement. » Hastings resta bouche bée. « Tu veux dire entrer par effraction ?» Poirot hocha la tête. Avec beaucoup de soin et plus de style. Le lendemain, soir, sous le couvert d'une épaisse brume, Poirot et Hastings se sont approchés du mur est de l'installation. Talmadge est resté sur place avec une radio, les guidant via des écouteurs en utilisant les itinéraires de patrouille interceptés. À l'aide de faux badges fournis par les contacts de Talmadge, ils se sont faufilés par une entrée de service arrière, en se faisant passer pour des ingénieurs en visite. À l'intérieur, le bâtiment était un dédale de couloirs stériles, de générateurs bourdonnants et de pièces fermées par des serrures biométriques. Ils ont failli être arrêtés à 2 reprises, mais l'attitude calme de Poirot et une vieille carte d'identité volée à un ancien conspirateur nommé Barrett ont suffi à éloigner les soupçons. Au sous-sol, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une longue salle bordée d'appareils partiellement assemblés, des machines en forme de grands pendules reliés à des engrenages et à des modulateurs de fréquences. Chacun portait l'insigne de la Hourglass Society, le sablier dans un rouage. Sur un mur voisin, des plans étaient épinglés avec un fil rouge reliant les dates et les villes. Londres, Berlin, Varsovie, Caire. C'est une opération, murmura Poirot. Une solution mondiale. Ils ont photographié tout ce qu'ils ont pu, ne laissant aucune trace de leur visite. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, ils le rencontrèrent. Le monsieur en gris. Debout, au fond du couloir, les bras croisés, un léger sourire aux lèvres. « Je vous avais prévenu, dit-il. Pourtant, tu persistes. » Poirot s'avança calmement. « Je persiste parce que votre temps est compté. » L'homme en gris haussa un sourcil. « Le temps presse toujours, c'est la nature d'un sablier. Mais vous oubliez, monsieur Poirot, certains d'entre nous ont plus de sable que d'autres. » Il s'écarta, les laissant passer. Poirot fit une brève pause. « Pourquoi partons-nous ? » Parce que le jeu ne fait que commencer. De retour à Londres, Poirot rencontra Talmadge, Japp et Lewis. Les photographies et les documents ont été compilés dans un dossier, preuve d'une vaste conspiration bien financée. Mais même avec des preuves, l'organisation restait insaisissable. « Personne ne le croira », a déclaré Japp. « Du moins, pas officiellement. »« Ensuite, nous déménageons officieusement, » répondit Poirot. « Nous perturbons le réseau, morceau par morceau, comme démonter une horloge. Et quand le dernier rouage tombe, toute la machine s'arrête. » Alors que Poirot rentrait à son appartement ce soir-là, il se tenait à la fenêtre, regardant la ville. Les becs à gaz clignotaient. Une voiture passa. Quelque part, une cloche sonnait l'heure. La bataille s'était élargie. Les enjeux s'étaient approfondis et le temps, comme toujours, passait. Chapitre 8. L'héritage de l'horloger Le Soleil perçait à peine l'épaisse brume matinale qui recouvrait Londres, alors que Poirot était assis dans son bureau, regardant une seule feuille de papier. C'était le dernier communiqué de Catherine Talmadge. Codé dans son code et livré par un coursier de confiance, il détaillait un développement troublant. Un autre nom avait été ajouté au registre des figures catalyseurs de la Hourglass Society, des personnalités dont l'influence pourrait soit soutenir,
soit renverser les plans de l'organisation secrète. Parmi eux se trouvaient des conseillers gouvernementaux, des scientifiques respectés et des intellectuels publics. Et maintenant, Lewis Trenholm Poirot plia soigneusement le papier et le glissa sous un livre intitulé « L'histoire de l'horlogerie ». De l'autre côté de la pièce, Hastings se servit une deuxième tasse de thé, le visage marqué par l'inquiétude. « Pauvre garçon, » dit Hastings. « Il commence tout juste à réaliser dans quoi il est entraîné. »« Il est brillant, » répondit doucement Poirot. « Et le génie, Hastings, est souvent ce que les méchants trouvent le plus utile et le plus dangereux. » La sonnette retentit brusquement. Poirot n'eut pas besoin de se lever. Miss Lemon, toujours précise, ouvrait déjà la porte. Quelques instants plus tard, l'inspecteur Japp entra, son manteau encore humide à cause de la bruine extérieure. « Nous avons un problème », a déclaré Japp sans préambule. « L'appartement de Trenholm a été cambriolé la nuit dernière. Complètement bouleversé. Mais aucun signe d'effraction. » Le front de Poirot se plissa. « Est-ce que Lewis était là ? » ?»« Non. Il se trouvait dans une maison sécurisée que nous avions arrangée. Heureusement aussi. Mais celui qui a fait ça cherchait quelque chose. Quelque chose qu'il savait qu'il avait. » Poirot hocha lentement la tête. Alors la question devient: l'avait-il toujours ? Lewis Trenholm a été secoué mais indemne lorsqu'ils l'ont rencontré plus tard dans la journée dans un refuge niché entre des rangées d'appartements étroits de la rive sud. Il avait l'air fatigué, les yeux assombris par les nuits blanches et la peur. « Ils ont pris mes notes secondaires », a-t-il déclaré. « Des schémas que je n'avais pas encore partagés. Je pensais les avoir bien cachés. » Poirot était assis en face de lui. « Tu dois tout nous dire, mon ami. Chaque détail. » « N'épargnez rien. » Lewis inspira. Avant de mourir, Voss parlait souvent d'un algorithme qu'il appelait la spirale. Ce n'était pas une machine, pas au sens traditionnel du terme. C'était un modèle prédictif, conçu pour anticiper le comportement social au moyen d'analogues d'horlogerie. Il pensait qu'avec suffisamment de variables, les mouvements d'une société pouvaient être prédits avec la même précision qu'une montre mécanique. Hastings cligna des yeux. « Tu veux dire, il pensait pouvoir prédire l'avenir ?» Lewis hocha la tête d'un air sombre. « Pas de divination. Modélisation de modèles. Événements, décisions, réactions. Le tout traité par une matrice mécanique. Voss croyait que si l'on construisait le bon système, on pouvait subtilement guider la société. Pas la contrôler, pas au début, mais la diriger, tranquillement. Comme un engrenage caché dans une montre, murmura Poirot. Exactement, a déclaré Lewis. La Hourglass Society a repris cette idée et l'a mise en pratique. Ils essaient de construire la spirale, et je pense qu'ils ont trouvé un moyen de la tester. Poirot se pencha en avant. Testez-le où? Vienne, répondit Lewis. Il y a là-bas un institut de recherche comportementale, privé, mais financé par des sociétés écrans liées à Hourglass. Ils l'ont transformé en une expérience réelle, manipulation de groupe à l'aide de stimuli, son, lumière, message. Talmadge, arrivé quelques instants plus tôt, s'assit à côté de Lewis. « J'ai intercepté du trafic qui soutient cela », a-t-elle déclaré. « Ils appellent cela le premier cycle. Si cela s'avère viable, ils étendront le modèle, installer des appareils dans les villes de toute l'Europe. »« Mon Dieu !» murmura Poirot. « Ils veulent enrouler le monde entier. »
Poirot, Hastings, Talmadge et Lewis se sont envolés pour Vienne sous des identités d'emprunt. Là, l'Institut se trouvait à la lisière de la ville, entouré de forêts et de silence. Officiellement, c'était un groupe de réflexion consacré à la sociologie urbaine. Mais, sous la surface, c'était tout le contraire. Ils ont observé depuis une pension voisine, installant un poste de commandement de fortune, avec une radio à ondes courtes et des fichiers cryptés répartis sur la table à manger. Chaque jour, Talmadge interceptait des communiqués entre Vienne et Zurich, et chaque jour, les messages devenaient plus urgents. Le deuxième cycle commence le mois prochain, a-t-elle lu à haute voix. Il pense que la première a déjà montré des résultats prometteurs, une conformité accrue dans les populations testées, une réduction des incidents de dissidence, le tout grâce à des déclencheurs environnementaux subtils. Est-ce que les sujets le savent? Demanda Hastings. Talmadge secoua la tête. Il croit faire partie d'une étude sur la gestion du stress. Mais tout cela fait partie de la spirale. Alors nous devons arrêter cela maintenant, a déclaré Poirot, avant que leur réussite ne devienne un modèle. Ils ont commencé à planifier leur infiltration. Contrairement à celui de Zurich, celui-ci comptait moins de gardes, comptant davantage sur l'obscurité de sa mission que sur la force manifeste. Pourtant, l'Institut était suffisamment fortifié pour présenter un défi. « Nous avons besoin d'une diversion » a déclaré Talmadge. « Je peux fournir cela » a proposé Lewis. « Je connais le bâtiment. J'ai aidé à concevoir une partie des systèmes internes. Si je peux déclencher une panne, surcharger le CVC ou l'éclairage, cela devrait éloigner le personnel suffisamment longtemps pour que vous puissiez accéder au laboratoire inférieur. »« Non, » dit fermement Poirot, « c'est trop risqué. »« J'ai déjà été marqué, monsieur Poirot, » a déclaré Lewis. « Si je n'agis pas maintenant, ils trouveront un moyen de m'utiliser. C'est ma rédemption. » Après un moment de pause, Poirot hocha la tête. « Alors nous agissons ce soir. » Sous le couvert de l'obscurité, Lewis s'est glissé dans l'installation par un tunnel de maintenance arrière, l'itinéraire étant gravé dans sa mémoire. 20 minutes plus tard, les lumières de l'Institut vacillèrent, puis s'éteignirent. Les alarmes hurlaient. Des cris confus résonnaient dans les couloirs. Poirot et Talmadge sont entrés par l'aile est, contournant le point de contrôle principal. Hastings attendait dehors dans une voiture, le moteur en marche, la radio crépitant avec les mises à jour. Dans le laboratoire du sous-sol, ils ont trouvé ce qu'ils craignaient. Un modèle complet de la spirale, un ensemble d'engrenages connectés à un moteur informatique analogique alimentant les données de capteurs situés dans tout l'Institut. Des centaines de petits fils de cuivre tendus depuis les murs, encastrés dans des appareils apparemment inoffensifs. Thermostat, interphone, horloge. Chacun pulsait à un rythme régulier. Talmadge s'est déplacé rapidement, photographiant tout. Poirot se dirigea vers la console centrale. Un compte à rebours était en cours. 3 jours, dit-il, jusqu'au déploiement complet. Ils ont travaillé rapidement, téléchargeant des fichiers, sabotant les circuits de contrôle et supprimant les matrices d'engrenage. Talmadge a implanté une impulsion magnétique chronométrée pour désactiver le noyau. Alors qu'ils fuyaient le bâtiment, des alarmes incendie ont retenti derrière eux. Les flammes ont léché l'étage inférieur où l'impulsion avait surchargé un conduit électrique. Hastings les reconduisit à la pension à une vitesse vertigineuse, le cœur battant. De retour en sécurité, Poirot examina les documents récupérés.
C'était la plaque tournante, a-t-il déclaré. Mais pas le cœur. Il y a encore un nœud, une dernière pièce. Talmadge se pencha. « Où » Poirot tourna la dernière page. « Paris » dit-il. « Le ministère de la Technologie. Ils l'ont déjà infiltré. C'est là que la spirale sera achevée. » Hastings gémit. « Paris maintenant ?» Poirot sourit, les yeux d'acier. Hourglass Society croyait pouvoir plier le temps à sa volonté. Mais le temps, Hastings, n'est pas si facile à maîtriser. Et moi, Hercule Poirot, j'ai l'intention de le prouver. Chapitre 9. Le stratagème parisien. La pluie tombait doucement sur Paris alors que Poirot, Hastings, Talmadge et Lewis Trenholm descendaient du train du soir à la gare de Lyon. La ville, enveloppée dans le crépuscule et le brouillard, scintillait sous des lampes dorées, sa beauté intacte par la menace qu'il poursuivait. Mais derrière son élégance, le danger palpitait discrètement. La Hourglass Society était venue ici pour terminer ce que le professeur Voss avait commencé, et ils étaient proches. Leur cible était cachée à la vue de tous, le ministère de la Technologie, un imposant immeuble haussmannien niché près de la Seine, orné de statues et de colonnes qui murmuraient un progrès rationnel. D'après les messages interceptés de Talmadge et les plans récupérés par Lewis, le sous-niveau du ministère abritait le dernier composant de la spirale. Pas simplement une machine cette fois, mais un hybride de calcul analogique et moderne, quelque chose conçu pour se synchroniser avec les réseaux à travers l'Europe. « Le nœud parisien est la clé de voûte », a déclaré Poirot, d'une voix calme mais urgente, alors qu'il se réfugiait dans un café de l'autre côté de la rivière. « Une fois active, la spirale ne nécessitera plus de contrôle manuel. Elle apprendra, s'adapter, influencer. » Et comment allons-nous pénétrer dans un ministère français? Demanda Hastings, sa tasse de café tremblant dans sa main. Ce n'est pas vraiment une promenade décontractée l'après-midi. Poirot eut un petit sourire. Nous ne sommes pas des cambrioleurs, mon ami. Nous sommes des tacticiens. Ils ont loué un appartement donnant sur l'arrière du ministère, se faisant passer pour des universitaires en visite. Pendant 3 jours, ils ont étudié les rythmes du bâtiment lorsque les gardes changeaient, lorsque les lumières diminuaient, lorsque les coursiers entraient et sortaient. Talmadge a travaillé tard dans la nuit pour décoder les transmissions restantes, tandis que Lewis a cartographié l'infrastructure cachée sous les rues. Il est relié par une série de tunnels, a expliqué Lewis en étalant une carte sur la table. Anciennes catacombes et voies de service, elles ont été reconverties, renforcées. Le dernier moteur du Spiral se trouve sous l'aile des archives. Poirot hocha la tête. Alors c'est comme ça que nous entrons. Le plan s'est formé comme sur des roulettes dans l'esprit de Poirot. Chaque engrenage s'enclenchait, chaque élément de leur modeste équipe jouant un rôle. Il n'y aurait aucune marge d'erreur. La Hourglass Society avait déjà prouvé qu'elle surveillait, et plus d'une fois, Poirot avait senti leur présence. Un manteau gris dans un coin, un homme lisant le même journal 2 jours de suite, un murmure qui s'arrêtait lorsqu'il entrait dans une pièce. Il n'était pas seul à Paris. La 4e nuit, ils descendirent dans les catacombes avec des lanternes, des plans et les nerfs à vif. Les tunnels étaient humides et sinueux, les murs étaient gravés de siècles de noms et de symboles.
Les rats se précipitaient, dérangés par l'écho de leurs pas. Talmadge ouvrait la voie avec la précision d'un soldat. Lewis portait l'équipement. Hastings marmonnait dans sa barbe à propos de fantômes et d'entorses à la cheville. Poirot resta silencieux, les yeux fixés. Il avait le sentiment que ce serait la dernière pièce du puzzle, la confrontation finale entre raison et manipulation. Ils atteignirent la grille d'accès sous les archives du ministère, peu avant minuit. Ci-dessus, un monte-charge restait inutilisé, faisant partie d'un système de livraison oublié qui transportait autrefois des documents et du charbon. Lewis l'ouvrit avec soin et ils montèrent, les battements de cœur s'accélérant à chaque étage. Au sommet, une porte donnait sur un couloir étroit. Au-delà, la salle des machines. Cela n'avait rien à voir avec le laboratoire de Vienne. Ce n'était pas un laboratoire, c'était un sanctuaire. Une cathédrale d'engrenages, de vannes, d'interrupteurs et de fils bourdonnants. La forme finale de la spirale se tenait devant eux, fixée dans les fondations mêmes du bâtiment. Des boucles de cuivre filées en rythme, reliées à des émetteurs radio et des modulateurs de fréquences, données pulsées via des processeurs analogiques, créant des modèles sur des oscilloscopes. Hastings le regarda. « C'est vivant ?» Lewis s'avança. « C'est déjà connecté. Paris n'est que le premier. Berlin et Milan seront connectés la semaine prochaine. » Talmadge s'est déplacé vers le panneau de commande et a commencé à installer une boucle de neutralisation, un coupe-circuit final pour inverser le retour de fréquence et détruire la machine de l'intérieur. Poirot, quant à lui, étudiait les schémas une dernière fois. Puis une voix traversa le silence. « Il est trop tard, monsieur Poirot. » Le monsieur en gris sortit de l'ombre, flanqué de deux hommes en costume sombre. Son visage était toujours aussi inexpressif, même si ses yeux brillaient de satisfaction. « J'avoue, a-t-il poursuivi, je m'attendais à ce que vous essayiez. Vous êtes prévisible de cette façon. Mais les hommes prévisibles sont gérables. » Poirot ne broncha pas. « Et toi, tu es un homme qui se cache derrière des horloges et des lâches. »« Vous confondez précision et lâcheté, » dit l'homme. « Le monde résiste au changement. Nous l'offrons avec douceur, subtilement. Une douce correction du chaos. L'ordre déguisé en choix. » Poirot s'avança, la voix s'élevant. « Vous vous croyez un artisan du destin, mais vous n'êtes rien de plus qu'un voleur de volonté. La spirale n'est pas une évolution, c'est un esclavage. » L'homme en gris sourit. « La machine nous survivra à tous les deux. » Soudain, un gémissement aigu transperça la pièce. Talmadge avait activé la boucle de neutralisation. Les circuits autour de la spirale pulsaient violemment. Des étincelles jaillirent. Les oscilloscopes clignotaient de manière irrégulière. L'homme en gris se tourna. « Qu'avez-vous fait ?» Talmadge resta calme. « Votre machine vient de rencontrer un esprit plus discipliné que le sien. L'un des gardes s'est précipité vers elle, mais Lewis a balancé un tuyau métallique, attrapant l'épaule de l'homme et l'envoyant s'écraser contre un panneau. Le deuxième homme se figea tandis qu'Hastings sortait un revolver de son manteau. « Oui, je l'ai apporté cette fois, » marmonna Hastings. « N'aie pas l'air si surpris. » Poirot s'adressa directement au monsieur en gris. « Cela se termine maintenant. La Hourglass Society est dévoilée. Nous avons vos noms, vos plans, vos méthodes.
Vous pouvez disparaître, mais votre conspiration ne survivra pas à la lumière. » La spirale frémit. Les engrenages tournèrent sauvagement, tandis que la boucle de rétroaction augmentait. Poirot se tourna vers les autres. « Maintenant, vite. »« Il faut partir !» Ils s'enfuirent par l'ascenseur, tandis que les alarmes retentissaient. La machine derrière eux gémit, vomit de la fumée et s'effondra vers l'intérieur, dans une pluie d'étincelles. Alors qu'ils disparaissaient dans les tunnels, la dernière impulsion de la spirale résonna comme un glas. Quelques heures plus tard, de retour dans leur appartement, le silence était assourdissant. Talmadge a déposé le dernier des documents. Lewis regardait par la fenêtre, regardant l'aube se lever sur la ville. Poirot était assis avec Hastings dans la cuisine, sirotant un café chaud. « Eh bien, » a déclaré Hastings, « c'était plutôt dramatique, même selon nos normes. » Poirot hocha la tête, mais nécessaire. Et maintenant, Poirot jeta un coup d'œil vers la fenêtre. Maintenant, nous nettoyons ce qui reste. La Hourglass Society a perdu sa clé de voûte. Mais pas tous ses membres. Il y aura des échos, des répercussions. Hastings fronça les sourcils. Et qu'en est-il du monsieur en gris? Il s'est échappé, a déclaré Poirot. Comme le font des hommes comme lui. Mais il ne reconstruira pas. Pas cette spirale, pas de cette façon. Il fit une pause et posa sa tasse. Il reste un dernier fil à nouer, Hastings. Quelque chose que Voss a laissé derrière lui. Quelque chose qui continue de tourner. Chapitre 10. Le tic-tac final un mois s'était écoulé depuis la chute de la spirale à Paris. Mais pour Hercule Poirot, les échos des projets de la Hourglass Society hantaient toujours chacune de ses pensées. La grande ville avait retrouvé son rythme, ses cafés bruyants, ses boulevards animés, son orchestre de voix et de pas qui remplissait les rues de l'Aube au crépuscule. Mais Poirot savait que même en silence, le danger pouvait attendre. Le nœud parisien de la société avait été détruit, et avec lui, le cœur du moteur prédictif de Spirale. Les dossiers qu'ils avaient fait sortir clandestinement du ministère étaient désormais entre les mains des agences de renseignement de toute l'Europe. Les médias n'ont fait qu'effleurer la vérité, la qualifiant de complot d'espionnage, étranger intercepté. Mais la véritable profondeur de la Hourglass Society, sa philosophie, sa portée, était encore largement cachée. La véritable histoire, comprit Poirot, ne ferait jamais la une des journaux. C'était pour le mieux. Lewis Trenholm était revenu à Zurich sous un nouveau nom, son passé caché, son avenir incertain. Il avait juré d'abandonner toute association avec le calcul prédictif pour se consacrer à l'ingénierie humanitaire. Talmadge était tranquillement revenu dans l'ombre de son travail de renseignement, son sourire fugace, mais son sentiment de satisfaction palpable lorsqu'elle s'était séparée de Poirot. Hastings, cependant, était resté aux côtés de Poirot. Il avait bien sûr insisté sur le fait que ce n'était que jusqu'à ce que Poirot se soit complètement reposé, mais le détective connaissait bien son ami. Hastings était inquiet, et il avait raison de l'être. Poirot n'était pas lui-même. Il resta assis pendant des heures en silence, triant les journaux, les diagrammes et les lettres de Voss, étudiant les symboles qui apparaissaient dans les communications de la société. Son esprit, habituellement vif et brillant, était devenu plus sombre, plus méticuleux. Il sentait qu'il manquait quelque chose,
quelque chose de laissé en suspens. Un matin gris, Poirot reçut une lettre. Il n'y avait pas d'adresse de retour. L'enveloppe était scellée avec de la cire rouge, imprimée du léger contour d'un sablier. À l'intérieur se trouvait une seule carte. On y lisait « Le temps n'est pas brisé. Il est tout simplement trop serré. Viens seul. Montreux, la maison de l'horloger. » Poirot regarda longuement ces mots. Il n'a pas parlé. Il ne l'a pas dit à Hastings. Il a simplement emballé une petite valise, ajusté sa cravate et laissé un mot près de la cheminée. Le train pour Montreux sillonnait la campagne comme un murmure, la neige parsemant les collines et les forêts de pins comme du sucre sur un gâteau. Poirot était assis seul, regardant le paysage se brouiller, l'esprit à nouveau aiguisé. Il savait au fond de lui que cette histoire ne pouvait pas se terminer à Paris. La spirale n'était pas seulement une machine, c'était une idée. Et les idées, une fois nées, ne meurent jamais vraiment. Ils s'attardent dans des esprits tranquilles, attendant de nouvelles mains, de nouveaux cœurs. Et l'architecte, derrière tout cela, n'a pas encore été identifié. Professeur Gerhardt. Vospeon le croyait mort, son atelier détruit, son testament retrouvé en cendres. Mais Poirot n'avait jamais vu le corps. Et pour un homme si obsédé par le temps et la précision, la mort de Voss avait été trop commode, trop désordonnée. Or, la convocation à Montreux, une ancienne station balnéaire au bord du lac, a confirmé les soupçons de Poirot. Le train est arrivé en début d'après-midi. Poirot traversa des ruelles étroites, passant devant des chalets aux volets fermés et des devantures de magasins tranquilles. Finalement, il le trouva. Une maison altérée au bord du lac, construite en pierre grise et en bois, ses fenêtres, couvertes d'épais rideaux, ses cheminées encore fumantes, la maison de l'horloger. Poirot frappa une fois, puis 2 fois, aucune réponse. Il tourna le bouton. Il a été débloqué, débloqué. À l'intérieur, l'air sentait l'huile, le vieux papier et le fer. Des étagères bordaient les murs, remplies de pièces mécaniques, d'engrenages et d'accessoires en laiton. Les horloges de grand-père tic-taquaient à l'unisson. Un Inan, phonographe, jouait doucement dans un coin. Clair de lune, légèrement ralenti, comme si le temps lui-même était las. Poirot s'avança. « Professeur Voss, dit-il calmement, si vous êtes ici, je vous demande de vous montrer. » Une porte s'ouvrit au-dessus de l'escalier. Lentement, un homme descendit, plus mince qu'avant, pâle, avec une barbe courte et des lunettes qui brillaient dans la lumière ambrée. Sa démarche était instable, mais ses yeux étaient perçants. « Je savais que tu viendrais, » dit doucement Voss. « Je comptais là-dessus. » Poirot ne bougea pas. « Vous avez simulé votre mort. Je n'avais pas le choix. La Hourglass Society voulait... » Utiliser la spirale à des fins que je n'avais jamais prévues. Ils ont construit quelque chose de monstrueux à partir de mes créations. Quand j'ai essayé de les arrêter, ils ont menacé de m'effacer. J'ai disparu avant eux. « Vous avez disparu, » répéta Poirot. « Mais vous ne les avez pas arrêtés. » Voss détourna le regard. « J'ai essayé. Mais le spirale avait pris sa propre vie. Vous avez vu ce qu'ils ont construit à Paris? Ce n'était pas ma vision. » Poirot fronça les sourcils. « Alors, quelle était ta vision? »
Un modèle d'empathie, murmura Voss. Un outil pour prédire la souffrance avant qu'elle ne commence. Une façon de mesurer les réponses émotionnelles, d'intervenir dans les crises avant qu'elles ne surviennent. La société l'a corrompu. Ils l'ont transformé en un outil de manipulation. Ils considéraient les gens comme des nombres. Je les voyais comme des vies. Poirot s'approcha. « Alors pourquoi m'appeler ici, sinon pour terminer ton travail ?»« Parce que, dit Voss, j'ai trouvé quelque chose, un moyen de le démanteler. Le réseau spiral a été construit sur un rythme central, ce que nous appelions le prime gear. C'était théorique, une impulsion codée dans les fréquences de base de l'ensemble du système. Mais je pense l'avoir localisé, et j'ai besoin de votre aide pour l'arrêter. » Complètement. Poirot étudia l'homme pendant un long moment. « Tu me demandes de te faire confiance. Après tout, je vous demande de croire, répondit Voss, que j'ai changé, que je ne suis plus l'homme qui a construit une machine pour prédire l'humanité. » Poirot resta silencieux. Puis, lentement, il acquiesça. « Montre-moi. » Dans la chambre basse de la maison, Voss a révélé un dernier mécanisme, un moteur de réglage connecté à des radios à ondes courtes et à un gyroscope mécanique. Il avait suivi les impulsions émises par les restes du système spiral. Selon Voss, une transmission restait active, enfouie dans un relais satellite bien au-dessus de l'Europe, automatisé, non dirigé, mais diffusant toujours la résonance de la spirale. Si nous envoyons la contre-fréquence, a expliqué Voss, nous pouvons la détruire. Le reste du réseau a disparu. C'est le dernier écho. Ensemble, ils ont aligné les cadrans. Alors que les engrenages tournaient, un profond bourdonnement remplit la pièce. Poirot regarda les oscillateurs vaciller et le gyroscope tourner. Puis, avec un dernier éclat de lumière, le signal fut envoyé. Le silence suivit, silence complet et parfait. Poirot expira. La spirale était terminée. Le lendemain matin, Poirot se tenait au bord du lac alors que le soleil se levait derrière les Alpes. Voss se tenait à côté de lui, les épaules détendues, mais l'esprit allégé. « Vous savez, » a déclaré Voss, « quand j'ai commencé ce travail, je croyais que je pouvais maîtriser le temps, le contrôler. Mais à la fin, c'est le temps qui m'a rendu humble. » Poirot sourit faiblement. « Le temps n'est pas censé être maîtrisé. Il est censé être respecté. » Nous le vivons, instant après instant, non pas dans des engrenages ou des graphiques, mais dans des choix. Ils se séparèrent au bord de la jetée. Voss retourna chez lui, jurant de disparaître pour de bon, et Poirot monta à bord du train. Du matin où Hastings attendait, curieux mais indulgent. « Vous l'avez trouvé, n'est-ce pas ?» demanda Hastings alors que le train s'éloignait. Poirot hocha la tête. « Oui. » Et Poirot regardait par la fenêtre, où les montagnes défilaient telles des vagues lentes et éternelles. « J'ai trouvé la fin, Hastings. L'horloge s'est arrêtée, et cela, je pense, est suffisant. » Il roulait en silence, et quelque part, au rythme tranquille des rails, le temps s'écoulait.